Imaginez, vous vous réveillez un mardi matin. Il est 7 heures, vous avez faim, vous regardez votre compte bancaire, réflexe pavlovien du 21e siècle, et vous vous dites, avec la lucidité propre à celui qui n'a pas encore bu son café, combien me coûte le fait d'être en vie aujourd'hui? Pas d'une manière existentielle, quoique. Non, je parle littéralement. Le loyer, l'électricité, la nourriture, l'abonnement que vous avez oublié d'annuler en 2022, l'assurance, le crédit, les impôts, votre existence dans la société moderne a un prix. Et ce prix, bizarrement, dépasse presque toujours exactement ce que vous gagnez. C'est l'objet de cette vidéo. Non pas vous expliquer comment devenir riche, il existe des milliers de gourous sur YouTube pour ça, et ils semblent tous avoir trouvé la solution le jour précis où ils ont commencé à vendre des formations. Non, aujourd'hui on va parler du prix de l'argent. Pas de son coût au sens financier du terme, de son coût humain, social, philosophique, de ce que nous sacrifions concrètement pour obtenir, posséder et dépenser ce petit chiffre abstrait qui gouverne nos vies. Et spoiler alerte, le prix est bien plus élevé qu'on vous l'a dit. Permettez-moi de commencer par une hérésie. L'argent ne vaut rien. Non, attendez, ne fermez pas la vidéo, je parle sérieusement. Un billet de 20 € dans l'absolu, c'est un morceau de coton et de lin imprimé. Sa valeur n'existe que parce que nous, collectivement, avons décidé d'y croire. L'économiste John Kenneth Galbraith disait que la monnaie est un pacte entre les fous. Nous participons tous à cette illusion partagée et nous le faisons avec un sérieux remarquable. Mais voilà le problème. À force de traiter cette fiction comme une réalité, nous avons commencé à organiser notre vie entière autour d'elle. L'argent est devenu ce que la religion était autrefois, une promesse de salut, futur, incertain, conditionnel. Si tu travailles dur, si tu épargnes, si tu investis correctement, si tu te sacrifies maintenant, tu seras récompensé plus tard. C'est exactement la structure du paradis chrétien, souffrer ici-bas pour jouir dans l'au-delà. Sauf que l'au-delà, dans notre version laïque, c'est la retraite à 67 ans, si vous avez encore la santé pour en profiter. Votre corps, lui, ne s'abonnera pas à votre plan de retraite. Mais revenons à cette idée de religion. Ce qui est fascinant, c'est la manière dont nous avons développé autour de l'argent tous les rituels d'un culte. Il y a les prophètes, les économistes, les influenceurs finance, les PDG, il y a les textes sacrés, les rapports trimestriels, les indices boursiers, les théories du marché efficace. Et il y a les pêcheurs, ceux qui dépensent trop, qui ne savent pas épargner, qui vivent au-dessus de leurs moyens. Nous les jugeons avec la même sévérité morale qu'on réservait autrefois aux hérétiques. L'argent n'est pas neutre, c'est un système de valeurs déguisé en système de valeurs. Voici une question que l'on vous a rarement posée directement. Contre quoi, exactement, échangez-vous votre temps? La réponse évidente est de l'argent. Mais c'est trop simple. Laissez-moi reformuler. Vous échangez 8 heures par jour, souvent plus, de votre vie consciente, des heures où votre cerveau fonctionne, où votre corps existe, où vous pourriez penser, aimer, créer, vous ennuyer de manière productive. Vous échangez ces heures contre un chiffre qui apparaît sur un écran une fois par mois et avec lequel vous payez essentiellement le droit de vous reposer suffisamment pour recommencer. Henri David Thoreau, au XIXe siècle, avait calculé quelque chose d'intéressant. Il avait estimé qu'un homme pouvait subvenir à ses besoins essentiels en travaillant 6 semaines par an. Le reste, c'était du surplus, du luxe, du superflu social. Évidemment, on peut discuter ces calculs. Il vivait dans une cabane et ne payait pas Spotify. Mais son point était philosophiquement solide. Nous travaillons bien plus que ce dont nous avons besoin pour vivre, parce que nous avons transformé des désirs en besoins. Et c'est là que commence le grand tour de passe-passe de la modernité. Vous avez besoin d'une voiture pour aller travailler. Vous avez besoin de beaux vêtements pour paraître professionnel. Vous avez besoin d'un smartphone pour rester connecté, parce que votre employeur envoie des emails à 22 heures. Vous avez besoin d'un appartement dans une ville chère, parce que c'est là où sont les emplois. Chaque besoin crée une dépense, chaque dépense justifie un salaire plus élevé, chaque salaire plus élevé demande une qualification, chaque qualification coûte de l'argent. C'est ce que les économistes appellent une externalité, ce que moi j'appelle le hamster et sa roue. Et le pire dans tout ça, nous avons été brillamment convaincus que vouloir sortir de cette roue était soit de la paresse, soit un manque d'ambition. Le burn-out est devenu une médaille. Je suis débordé est devenu une réponse acceptable à « comment tu vas ?» Nous avons intégré l'épuisement comme preuve de valeur. Parlons maintenant du niveau micro.
parce que jusqu'ici, nous étions dans des grandes idées. Descendons dans le quotidien. Avez-vous déjà calculé ce que vous coûte une habitude ordinaire? Pas un grand achat, une habitude. Le café du matin en chemin vers le bureau, 3,50 €. 5 jours par semaine, 50 semaines par an. Ça fait 875 €, soit environ 2 mois de courses alimentaires. Pour du café. Mais ce n'est pas là que je veux en venir. Je ne suis pas en train de vous faire le sermon du conseiller financier qui vous dit de faire votre café à la maison pour devenir millionnaire. Ce discours-là est insultant et surtout faux. Si vous avez un problème financier structurel, un café en moins ne le résoudra pas. Ce qui m'intéresse, c'est la psychologie derrière. Ces petites dépenses, le café, l'abonnement, le restaurant du vendredi, ne sont pas des erreurs financières. Elles sont des mécanismes de compensation. Nous dépensons pour compenser le fait de travailler trop. Nous achetons du confort parce que nous n'avons plus le temps pour les plaisirs gratuits. Le consumérisme de masse s'est construit précisément sur cette mécanique. Créer d'abord une privation, de temps, d'énergie, de sens, puis vendre le remède. C'est le grand génie du capitalisme de consommation. Il crée le problème et la solution simultanément. Il vous vend le stress du travail et il vous vend aussi le spa du week-end pour y remédier. Ce n'est pas un complot, c'est pire que ça. C'est un système qui fonctionne exactement comme prévu. Il y a un concept que j'aime bien, popularisé par des économistes comportementaux, la douleur du paiement. Des études montrent que lorsque nous payons en cash, nous ressentons une légère douleur psychologique. Nous voyons concrètement quelque chose nous quitter. La carte bancaire, le virement, le paiement en un clic ont précisément été conçus pour éliminer cette douleur, pour rendre la séparation de l'argent indolore et par extension invisible. Nous ne savons plus vraiment ce que les choses coûtent, en heures de vie, en sacrifices, en ce que nous aurions pu faire d'autre avec cet argent. Voilà où la conversation devient inconfortable. Nous avons tous nominalement le même nombre d'heures dans une journée. 24 heures. C'est la grande égalité que les motivateurs adorent citer. Beyoncé a les mêmes 24 heures que vous. Phrase magnifique et également absurde. Parce que le prix de l'argent, le coût en temps, en énergie, en choix abandonnés, n'est pas le même pour tout le monde. Pour une personne qui gagne le SMIC, une heure de travail vaut environ 9 € net. Pour un cadre supérieur, 40. Pour un investisseur qui vit de ses rentes, l'argent arrive pendant qu'il dort. Son coût en temps tend vers zéro. Ce n'est pas une question d'effort, c'est une question de position dans le système. Et voilà le paradoxe que la rhétorique méritocratique efface soigneusement. Ceux qui ont le moins d'argent payent souvent le prix le plus élevé pour l'obtenir. Ils travaillent les emplois les plus physiques, les horaires les plus dégradés, les conditions les plus dégradantes. Ils n'ont pas la liberté de choisir leur passion. Ils n'ont pas le capital social pour networker. Ils n'ont pas les économies pour prendre des risques calculés. Mais ils peuvent toujours lire un livre de développement personnel sur leur temps libre, s'ils en ont un. Ce que la modernité a fait de brillant, c'est de transformer une inégalité structurelle en responsabilité individuelle. Si tu es pauvre, c'est que tu n'as pas assez travaillé, pas assez épargné, pas assez investi en toi-même. La pauvreté est devenue un défaut de caractère, la richesse une vertu. C'est une narration extraordinairement pratique pour ceux qui sont au sommet. Je vous entends. Tu nous as bien déprimés. Et maintenant ? Je ne vais pas vous promettre une solution en 5 étapes. Ce serait trop ironique. Je vais juste vous laisser avec quelques idées. La première chose utile à faire est de reprendre conscience du prix réel de vos dépenses. Pas en euros, en heures de vie. Avant d'acheter quelque chose, demandez-vous combien d'heures de mon temps ai-je échangé contre ça ? Est-ce que ça en vaut la peine ? Ce n'est pas de l'ascétisme, c'est de la lucidité. La deuxième chose, c'est de résister à la culpabilisation de la pauvreté, la vôtre ou celle des autres. Les difficultés financières ne sont rarement le résultat d'une faiblesse morale. Elles sont le résultat d'un système qui distribue les ressources de manière profondément inégale et qui a tout intérêt à ce que vous pensiez le contraire. La troisième, et c'est peut-être la plus subversive, c'est de questionner l'idée que votre valeur en tant qu'être humain est proportionnelle à votre productivité économique. Vous existez avant d'être productif, vous êtes vivant avant d'être rentable, et votre vie ne sera pas jugée à la fin sur votre portfolio d'investissement. Du moins, je l'espère, pour ma santé mentale autant que pour la vôtre. L'argent est un outil extraordinairement puissant, utile, indispensable dans le monde où nous vivons. Mais c'est un outil qui, quelque part, en chemin, a commencé à se croire un but, et nous l'avons laissé faire.
La question n'est pas comment gagner plus d'argent. La vraie question, plus difficile, plus inconfortable, est à quel prix? Merci d'avoir regardé. Si cette vidéo vous a plu ou déprimé de manière intellectuellement satisfaisante, abonnez-vous. On se retrouve la prochaine fois pour parler d'autre chose qui ne va pas très bien.